Bienvenue sur Histoire Crépue, on est en live pour un live spécial débrief du film Tirailleurs. Aujourd'hui, je suis hyper content de tester cette nouvelle formule avec une super équipe. Donc Aïbin Dao qui est là aujourd'hui. Salut. Aïssata Sek. Bonsoir. Et Bamar Khan. Salut. On va essayer de pas trop spoiler. Quand vous sentez que ça part en spoil, dites spoiler alert, comme ça, Ouais. comme ça les gens ils savent. Je m'en charge. Mais on va vous dire quand même ce qu'on a pensé de ce film. Pour commencer ce live, j'aimerais qu'on se situe un petit peu. Donc moi, je pose toujours une question aux gens que j'invite, c'est quelle est ton histoire crépue ? Quelle est l'histoire complexe des migrations de ta famille ? Et qu'est-ce que tu en connais ? Moi, personnellement, ma mère, elle est métisse. Sa mère vient de France, de Bretagne, et son père de Côte d'Ivoire. Et mon père, lui, il vient du Togo, mais sa mère, c'est une Yoruba qui vient plutôt, si j'ai bien compris, du Nigeria, qui a bougé vers le Bénin et qui est arrivé au Togo au final. Tout cet héritage-là, autour duquel j'ai posé beaucoup de questions, qui m'a fait m'intéresser à l'histoire coloniale personnellement, à l'histoire africaine aussi, et à l'histoire de France. Et les deux histoires, finalement, Afrique et France, sont liées par cette histoire coloniale. C'est un peu ce dont parle le film aussi. Aïbi. Mon histoire crépue, du coup, moi, mon grand-père, il est grec, naturalisé français, et qui est arrivé au Sénégal après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il s'est dit qu'il fallait qu'il quitte la France. Donc il est arrivé au Sénégal. Et ça, c'est du côté de ma mère. Et mon père, c'est un Sénégalais sérère. Du côté maternel comme paternel, c'est des histoires que je connais, vu que moi, je suis née et j'ai grandi en Afrique de l'Ouest, en Gambie. Ok. Et t'es arrivé en France hexagonale quand alors ? À la fin du collège, donc en troisième, où j'avais 15 ans. Ok. Donc ça va faire 20 ans. Aïssata, tu peux nous dire un petit peu Moi, originaire du Sénégal, enfin mes deux parents sont originaires du Sénégal. Ouais. Donc je suis née en France, originaire de la région du Fouta. Donc je suis Peul, mes parents sont Peul, mes grands-parents aussi. Mon grand-père maternel était ancien tirailleur sénégalais. Il a fait notamment la guerre d'Indochine. Et pareil, mon histoire, je la connais parce que nos parents nous l'ont toujours racontée. Et surtout, même si je suis née en France, on a été élevés à la double culture. Ça a été une culture extrêmement présente chez nous. Mes parents avaient vraiment cette volonté justement qu'on ne perde pas la culture Peul. Ça pouvait aller des tenues traditionnelles qu'on portait les week-ends chez nous. Le fait qu'on avait tout le temps du monde à la maison, qui venait manger le samedi et le dimanche, la langue aussi. Mon père nous parlait Peul, il ne parlait pas français, donc du coup avec mon père on parlait en Peul et avec ma mère on parlait français, donc j'ai vraiment été élevée dans cette double culture. Et ensuite notre histoire personnelle, je la connais depuis toute petite parce que nos parents nous l'ont toujours racontée. Surtout mon père, quand il est arrivé en France dans les années 70 et que ma mère l'a rejointe en 75 à peu près, lui il avait toujours eu cette volonté que quand il aurait sa retraite, on repartirait tous au Sénégal. Ouais. C'était vraiment son idée, c'était je travaille et en 97 on retourne tous au Sénégal. Ça a été extrêmement présent, il nous l'a toujours dit, il nous l'a toujours raconté. Et puis nous on se disait on grandissait, on se disait mais comment on va faire pour partir au pays puisque maintenant on a fait nos études ici, etc. Bon, au fil du temps il s'est rendu compte que ça serait beaucoup plus complexe. Donc quand il a eu sa retraite, il a fait des allers-retours en fait tous les 6 mois. Il repart au pays, donc là il jongle entre les deux, ma mère aussi. Ils sont au moins une fois par an au Sénégal et nous on y va le plus possible. Moi aussi j'essaie d'y aller une fois par an, donc voilà, c'est vraiment une culture que je connais depuis toute petite. J'ai vraiment été élevée dans cette double culture. Et toi, Bamar ? Je suis content d'être entouré que de Sénégalais. Je me sens safe. On est en force, hein. Mais moi je suis pas sénégalais. Moi je suis pas sénégalais, hein. J'ai rien à voir avec justement. Non, moi mon histoire est essentiellement autour du Sénégal parce que je suis né, j'ai grandi là-bas, je suis que sénégalais, j'ai pas la nationalité française. Je suis arrivé ici après mes 18 ans pour les études supérieures qui étaient censées partir sur de l'ingénierie, ça a fini au cinéma, donc salut maman. C'est ça. Et, je suis une sorte du côté du père et du côté de la mère, une sorte de bon mélange Sénégal-Mali. Ça veut dire que mon grand-père du côté paternel est Peul, d'où le Khan, tu vois, mais du coup un Peul qui allait habiter chez les Sérères dans le Saloum et qui est malheureusement décédé quand mon père était très jeune. Du coup, malheureusement pour moi, la langue Peul ne s'est pas transmise. Elle ne s'est jamais transmise dans la famille. Donc, je suis un Khan qui ne parle pas Peul et du coup, quand je me retrouve en face de Peul et que je leur dis... mais ça, c'est sûr. Je me fais démonter quand je suis en face de Peul parce que je dis « Salut, je m'appelle Khan » et tout de suite, ça part en polar. Et moi, je me dis « Excuse-moi. » En plus, les Khan, ce sont des nobles. Exactement. Chez les Peuls. Donc, merci de dire que nous sommes des nobles. J'aime beaucoup ce postulat. Et entre les Peuls et les Sérères, on se taquine beaucoup. Très grosse frustration d'ailleurs de ne pas parler Peul lorsque je joue dans un film comme Tirailleurs où ça parle Peul autour de moi tout le temps.
Et du côté de ma mère, c'est un gros mélange de Bambara, de Salaroulé, donc en fait de plein de mélanges qui viennent du Mali, du Sénégal, donc je suis une sorte de melting pot sénégalo-malien. Et mon histoire aujourd'hui, elle se situe au Sénégal et en France parce que c'est là où j'évolue professionnellement, mais même ici en France, je garde un cercle finalement qui est assez sénégalais autour de moi, une vibe, une pratique de la langue et des rencontres qui restent très très sénégalaises autour de moi, quoi. C'est quoi la langue sérère du coup? C'est le sérère? Il parle le Wolof? Il y a la langue sérère, mais le Wolof aujourd'hui reste la langue majoritairement la plus parlée au Sénégal. Moi, je dis que ma langue maternelle, c'est le Wolof. Ma langue officielle, c'est le français. J'appelle le français ma langue officielle, mais quand tu te rends compte que dans les cours des écoles, on parle Wolof. Dans les administrations, on parle quasiment beaucoup Wolof. Les gens parlent français parce que c'est la langue officielle, mais ça s'exprime au quotidien beaucoup en Wolof. Donc le Wolof a un peu pris le pas sur tout, mais on est entouré, on est dans une zone où ça parle Peul, Diola, Soninké, ou t'as les Manjak, etc. Donc t'as vraiment un nombre assez impressionnant de langues, et du coup c'est pour ça qu'on en rigole souvent quand on voit les bébés britanniques, on dit ils sont bilingues à 2 mois. C'est clair. Alors que je connais des gens qui sont quadrilingues à la naissance, quoi. Donc on est entouré de profils comme ça souvent. Donc on va parler du film Tirailleurs. Je trouve ça trop bien qu'on ait commencé l'année 2023 avec un film qui parle de cette histoire. Je l'attendais avec impatience. Je vais pas encore vous dire ce que j'en ai pensé. Je vais d'abord vous écouter. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Marthe a joué dedans, donc on va te garder pour la fin. Ouais. Du coup, on va commencer par Aibi, qui a découvert le film vraiment. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé? Du coup, pareil, j'attendais un peu le film qui avait fait l'ouverture de Un certain regard au Festival de Cannes. Moi, c'est là que j'en avais entendu parler. Donc, il y a des acteurs dont je connais la carrière, que j'aime particulièrement, comme Alassane Sy et comme Alassane Diong aussi. J'ai pu aller le voir au Pâté Parnasse et la salle était remplie. Il y avait plein de familles et d'enfants assez jeunes. C'était super chouette de voir, justement, pour un film d'époque, qu'il y avait un public hyper varié. Je ne sais pas si ça a vraiment été tourné dans le Fouta ou pas. Ouais. Le Fouta, c'est où pour celles et ceux qui ne connaissent pas? C'est du coup à la lisière avec la Mauritanie. Et déjà, les images, c'était parti dans le film. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était la langue. Le film est entièrement sous-titré. Je trouvais ça intéressant parce que je repensais, c'est pas dans The Woman King, je ne sais pas si c'est du fond, mais ils vont parler un petit peu. Et puis après, ils passent sur un anglais ou c'est un accent, tu sais pas trop si c'est nigérian, ghanéen, voilà. Ils inventent des trucs. Le reste du film, c'est ça, puis par moment, et là, non, en fait. Le film est complètement en poulard, t'as du Wolof, t'as d'autres langues qui sont aussi les langues qui sont parlées par les différents pays dont sont issus les différents tirailleurs. J'ai trouvé que ça, c'était un parti pris qui était super fort pour un film qui se destine à un grand public. Donc c'est quelque chose qui, moi, m'a vraiment beaucoup touchée. Et le fait qu'Omar Sy ne parle pas français dans le film, c'est vraiment quelque chose que j'ai noté. Et j'ai passé un bon moment de cinéma. Moi, ce que j'ai compris, c'est que dans le cinéma français, quand on veut se faire financer un film, c'est difficile de se dire on va pas parler français, j'ai l'impression. Est-ce que c'est une idée reçue de se dire si je fais un film où il faut sous-titrer, le CNC va me dire non Je travaille pas du côté de la production. Je peux pas spécifiquement répondre à cette question. Mais par contre, du côté du préachat, donc la télé qui va rentrer en production, il peut y avoir des quotas, effectivement. Okay. Et donc, pour que ton film soit financé, il faut, donc tu as des chaînes comme OCS ou même TV5 Monde qui vont demander des quotas de 75% de langue française parlée. Ce qui est intéressant parce que si ton film, je sais pas, par ton côté afro-diasporique, ton film est en créole, est-ce là, que ça du compte? coup, tu as une espèce de zone grise où c'est un peu compliqué et ça peut effectivement être un frein. Mais après, on y reviendra peut-être après, carrément. Mais il a eu certaines aides aussi sur des cinémas, pas indépendants, mais des premiers films ou des films qui ont besoin d'être portés parce qu'on ne sait pas quel sera le nombre d'entrées, de recettes, etc. qu'il y aura derrière. Et souvent, c'est des films qui peuvent ne pas forcément être à 75-80% en français. On va passer à Aïssata et après on reviendra sur les questions que tu as soulevées. Agréablement surprise. Bon, forcément, j'ai un parti pris parce que quand tu as un film comme celui
celui-ci sur un sujet qui me passionne beaucoup, ça m'a tout de suite intéressée. Après, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le paysage. Ouais. T'entres tout de suite dans le film où tu vois le Fouta. Donc là, forcément, ça m'a touchée personnellement. Et la langue peul, là, très clairement, de voir un film où tous les acteurs parlent peul, enfin, en tout cas, 90% des acteurs parlaient en peul, ça m'a énormément touchée. Où j'ai été extrêmement surprise, c'est la manière dont Omar Sy a incarné ce rôle d'ancien tirailleur et son fils aussi, Alassane Diong, que j'ai découvert dans Tirailleurs. Je ne le connaissais pas comme acteur. Ouais. Et du coup, j'ai été extrêmement surprise. Et après, pour une fiction, je trouvais qu'on retraçait quand même bien l'histoire. Mathieu disait souvent, ça reste une fiction. Je sais qu'il a énormément travaillé sur le volet historique, il a travaillé avec des historiens, il a beaucoup lu, il a interviewé des anciens tirailleurs sénégalais. Même si c'est une fiction, ça reste extrêmement réel. Le parti pris d'avoir mis en avant l'enrôlement forcé des anciens soldats, j'ai trouvé ça énorme parce qu'on en parle peu. Ou pas beaucoup. Et il y a aussi quand même cette partie où on a certains d'entre eux qui ont été désengagés volontaires. Donc le fait de retracer l'histoire des tirailleurs sous plusieurs aspects, j'ai trouvé que c'était énorme. Et le fait que ce soit un film grand public accessible à tous, je trouve que c'est un vrai pari qui a été risqué, mais qui est à mon sens réussi parce que j'ai aussi fait plusieurs avant-premières. Et ce que j'ai constaté dans la salle, c'est qu'on avait beaucoup de jeunes, comme tu l'as dit, beaucoup de familles aussi, des mamans, des papas qui, à mon avis, ne vont quasiment jamais au cinéma et qui sont allés parce que c'est ce film, c'est Tirailleurs. On aura beaucoup d'anciens aussi qui auront l'occasion de le voir avant qu'il sorte à la télé, parce qu'on a cette volonté au niveau de la communauté afro, au-delà de soutenir le film, de se dire que c'est notre histoire. Ouais. Et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant. J'ai trouvé aussi qu'il y avait une grande diversité dans le public. On n'avait pas que des gens aussi issus de la diaspora. Et la plupart des gens que j'écoutais, parce que j'aime bien tendre l'oreille après les séances, c'est en fait, on ne connaissait pas cette histoire. On connaissait très peu cette histoire. Et là, ce film a réussi le pari de transmettre à un grand public, donc je trouve que c'est énorme. Et toi, Bamar, alors toi, tu as joué dans le film et ensuite tu l'as vu. Tu as fait plusieurs avant-premières, j'imagine, tu as aussi perçu la réaction de la salle à chaque fois. C'était intéressant parce que moi, j'ai un rôle dans le film et j'ai aussi découvert le film. C'est-à-dire que j'ai un rôle où on a cette histoire qui a pris pour moi un parti pris qui est de raconter l'histoire des tirailleurs via l'angle d'une histoire d'un père et de son fils, qui pour moi est un angle hyper intéressant parce que ça permet aussi de rentrer dans une sorte d'intimité à laquelle plein de gens aussi peuvent s'identifier. Et du coup, moi, je n'ai pas assisté à une partie aussi du tournage parce que c'est une partie du tournage entre Omar Sy et Alassane Diong. Et du coup, moi, j'ai découvert après toutes les scènes qu'ils ont tournées et dans lesquelles j'étais pas, tu vois. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié découvrir parce que je suis sénégalais, j'ai grandi au Sénégal, donc aussi on a ce rapport à la paternité des fois et au droit d'aînesse qui peut être assez compliqué. Il y a quelque chose qui est extrêmement beau dans le film, c'est de voir ce jeune fils qui devient caporal. Spoiler alerte. Spoiler alerte, qui devient caporal et du coup qui doit avoir aussi une relation avec son père qui tente de le sortir de là. Et de voir cette relation entre les deux, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Je l'ai vécu, je pense, avec autant d'émotion que plein de gens qui n'ont pas assisté à la fabrication du film. Les premières projections, c'était un peu compliqué parce qu'il y a aussi tout un pan qui est un peu émotionnel parce que la première projection que je vois du film, c'est à Cannes. C'est à Cannes dans un cadre qui est pas du tout un cadre naturel. Je veux dire, on est dans un festival avec plein de paillettes. Et lorsque je vois le prénom de mon homonyme qui était tirailleur sur un grand écran au festival de Cannes, il y a tout un tas d'émotions qui se mélangent. C'est au fil de 2, 3, 4, 5 projections que j'arrive à avoir une certaine distance avec le film et je pense qu'ils ont réussi à retranscrire en tout cas tous les éléments qu'on a envie d'en retirer. Moi, je pense que ce film, tout le monde peut en retirer quelque chose pour lui. Ça veut dire que pour certains, ça sera de l'ordre de la réparation parce qu'il y a énormément d'attentes, donc ils veulent voir ce type d'histoire et ce type de représentation à l'écran. Et d'autres, ce sera d'un point de vue pédagogique où finalement ils ne connaissent pas l'histoire des tirailleurs. Et pour moi, il y a un truc qui était assez fort, c'est qu'on a une audience, comme tu l'as dit, extrêmement jeune. On a fait des projections à Charleville-Mézières et un peu partout. Et c'est assez fou de voir des jeunes collégiens, 14-15 ans, qui soient noirs ou blancs, qui posent des questions extrêmement pertinentes sur l'histoire des tirailleurs. Moi, je n'ai pas grandi avec cette histoire-là, parce que même moi, étant au Sénégal, on ne nous l'enseignait pas, mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Ça permet, d'un point de vue pédagogique, quand même, d'apprendre pour des gens qui sont concernés ou pour des gens qui ne le sont pas, de découvrir aujourd'hui cette histoire des tirailleurs. Aïssata qui va prendre un petit verre d'eau. Pas de souci. Avant de revenir sur cette question historique, je vous ai pas vraiment présenté
ce que vous faites. Et du coup, on va reprendre encore par toi, Ibi. Comment est-ce que tu définirais ce que tu fais? Parce que si je t'ai invité, c'est parce que je pense que tu as des choses à dire qui sont intéressantes, qui viennent de ton expérience aussi. Donc, je travaille dans la distribution, l'exploitation, la diffusion, spécifiquement des films africains afro-diasporiques. Donc, j'ai travaillé pendant 4 ans pour une société de distribution panafricaine qui s'appelle Soudou Connexion. Et justement, on a distribué des films réalisés par Alassane Sy, avec Alassane Sy, et des films dans lesquels il y a Alassane Diong aussi. Donc tu les connais très bien tous les deux. Alassane Sy, je le connais. Alassane Diong, je l'ai vu de loin aux avant-premières de Baltringue, le film de Josa Enjambe, qui était en course pour les Césars. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a aucun film de la diaspora ou africain qui se fait. Toi, tu en connais énormément. Tu connais les acteurs, les actrices, les réalisateurs, les producteurs, productrices. Tu connais tout le monde. Tu peux nous dire juste 2-3 films récents qu'il faut aller voir? Tu viens d'en citer un là tout de suite. Baltringue de Josa Enjambe, avec Alassane Diong dans le rôle principal. Un film qui était en lice pour les Césars. Donc c'est des courts-métrages dont je vais parler principalement. Astel de Ramata Toulaïssi, encore une Sy, qui se passe aussi dans le Fouta. Et il y a le long qui est en post-prod. Et peut-être un film d'Alassane Sy. Il n'est pas co-réalisateur, il est aussi producteur. Mais sur les films qu'il a réalisés, il y a donc Fallou et Marabout, qui sont des courts-métrages. Après, c'est le problème du court, c'est que ça peut être compliqué d'y avoir accès. Il faut se motiver à aller dans un festival, en fait, où il y a une projection. C'est ça. Et après, des fois, ils peuvent être sur certaines plateformes qui vont acquérir du court, mais ça reste... voilà. Et il y a un festival que tu peux nous recommander pour voir du court, dont tu fais partie? C'est Tout Africa. Mais du coup, c'est pas que du court. C'est du court, du long, et c'est surtout du documentaire. Africain et afro-diasporique. On est sur Instagram, on est sur Facebook, et ce sera en juin 2023. Et là, il y a plein de choses vraiment hyper passionnantes à découvrir. Si vous ne connaissez pas du tout le cinéma documentaire qui touche aux questions africaines ou afro-diasporiques, c'est Tout Africa à découvrir, quoi. Venez, on sera bien. Et Aïssata, du coup, toi, tu travailles aussi sur la thématique, enfin, tu as plusieurs casquettes, mais tu as une de tes casquettes quand même qui te prend beaucoup de temps et d'énergie, qui concerne les tirailleurs sénégalais, justement. Tu peux nous en parler un peu? Ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je me suis intéressée à l'histoire, enfin, au-delà de l'histoire des tirailleurs sénégalais, mais c'était surtout à leurs conditions de vie. Donc moi, j'habite à Bondy, je suis élue à Bondy. Et en fait, il y a un peu plus de 10 ans, je croise en fait ces messieurs sur les marchés à Bondy. Et en fait, je les vois très souvent arborer leur médaille. Et donc, je les crois, je les regarde de loin. Je n'ose pas trop, au départ, aller discuter avec eux. Je sais que c'est des anciens tirailleurs, mais en fait, j'étais hyper impressionnée de la fierté avec laquelle ils marchaient dans Bondy avec leurs médailles, ils faisaient leurs courses, etc. Et un jour, en fait, je décide d'aller discuter avec eux. J'en croisais des fois 2, des fois 3, des fois tout seul. Et en fait, je vais à leur rencontre et je leur dis, voilà, je vois vos médailles, je sais que vous êtes anciens tirailleurs, mon grand-père aussi l'était. Qu'est-ce que vous faites à Bondy? Et donc, j'apprends en fait qu'ils vivent dans un foyer qui a été détruit depuis. Et du coup, je décide en fait d'aller à leur rencontre au foyer. Et donc, je découvre qu'ils vivent dans des conditions de vie même extrêmement insalubres. Ils vivaient dans 7 mètres carrés, pas de sanitaire dans leur chambre, un foyer vraiment délabré. Et au fil du temps, je vais les voir une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Ils me racontent leur histoire et en fait on se lie d'amitié et au fil de nos échanges j'apprends qu'ils sont confrontés à un certain nombre de difficultés administratives. Ils me disent voilà on essaye de devenir français, on n'y arrive pas, on rejette nos dossiers et ils me montrent leurs courriers. Et donc moi je vois ces courriers, je me dis en fait c'est pas possible, ils ont contribué à notre liberté. Il y a une phrase dans un des courriers qu'on m'a montré qui m'a vraiment marquée, c'était vous ne remplissez pas les conditions pour devenir français. Ah oui. Et là en fait quand je vois cette phrase, vraiment, j'ai un choc et je me dis, à l'époque, j'étais pas du tout engagée en politique. Voilà, je suis une simple militante associative et je me dis en fait, à mon niveau, je peux pas laisser les choses telles quelles. Donc, je commence en fait à les aider à remplir des dossiers. Je vais frapper à la porte d'élus, de députés en leur disant voilà, j'ai des messieurs qui sont confrontés à cette situation. Est-ce que vous pouvez me faire des courriers de recommandation parce que vraiment là, la situation elle est extrêmement complexe. Et du coup, j'ai des élus qui m'accompagnent un petit peu. Mais à chaque fois, les dossiers sont rejetés. Donc là, il y a peut-être 5 ans qui passent, 6 ans qui passent. En 2014, je m'engage en politique, je deviens élue.
2016, j'ai la possibilité d'être maire adjointe. Et en fait, je demande à avoir la délégation en charge des anciens combattants et des politiques mémorielles. Et tout le monde me dit, mais c'est une vieille délégation. Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu t'embêtes à avoir une délégation comme celle-ci ? Et moi, dans ma tête, je me dis, si je suis élue en politique, peut-être que j'aurai un peu plus de poids pour aider leur dossier. Donc, on me donne cette délégation. Et en fait, moi, dans ma tête, c'est une délégation qui va m'aider à les accompagner dans leur dossier. Mais au-delà de ça, ce que je voulais, c'était mettre en place des outils pédagogiques pour transmettre cette histoire. Vraiment, je les intègre vraiment dans les cérémonies commémoratives. J'insiste pour qu'ils y soient à chaque fois, qu'on fasse des dépôts de gerbes avec le bandeau de tirailleurs sénégalais. On fait le tour des écoles, d'abord à Bondy, ensuite en Ile-de-France, ensuite dans toute la France. Je me bats, je me tape, je continue à me taper pour leur dossier administratif. Et un jour, je les réunis. À l'époque, ils étaient 34. Maintenant, il en reste plus que 12 à Bondy. Et je les réunis tous et je leur dis, bon, écoutez, les démarches qu'on est en train d'entreprendre, elles ne fonctionnent pas. Il faut qu'on alerte l'opinion publique. Je suis sûre que si on alerte l'opinion publique, on aura vraiment, il n'aura qu'on n'a pas au niveau des administrations. Et donc là, je leur dis, voilà, je vais rédiger un texte. Je vous le fais lire. Vous me dites s'il y a des choses à modifier. Donc, je rédige en fait une pétition. Je fais un peu d'histoire dans le texte. Et surtout, je dénonce leur situation actuelle. Et je leur dis, bon, Aïssata Seck, personne ne la connaît, l'histoire des tirailleurs non plus. Il faut que j'arrive à avoir des signataires connus. Je travaille pendant 6 mois, je passe des coups de fil des agents. Et voilà, je veux Omar Sy comme signataire, je veux Jamel Debbouze, je veux Philippe Torreton. Pendant 6 mois, j'arrive à récolter un certain nombre de personnalités publiques et politiques. Et là, j'appelle la presse. Je me dis, bon, il faut que ma pétition sorte dans la presse et aucun média ne veut publier ma pétition. Ils me disent tous, mais on a déjà fait, mais la décristallisation des pensions, on a déjà fait. Et je leur dis, mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste des anciens qui vivent en France, qui participent à l'économie française et qui souhaitent être français. Toujours pas. Médias de gauche, de droite, tous, j'en ai pas. Et en fait, une semaine avant le 11 novembre, donc ça, c'est en 2016, j'arrive à décrocher le numéro de téléphone d'un journaliste au Monde. Et donc, je l'appelle et je le laisse pas parler. Je lui dis, je vous demande juste 5 minutes. Écoutez-moi, demain, la semaine prochaine, c'est le 11 novembre. Personne n'achète la presse le 11 novembre. Je vous demande juste un article. Un article où on va pouvoir publier cette pétition. J'ai des super personnalités. Et il me dit, OK, par contre, moi, je veux pas un article sur l'histoire. Je veux un article sur votre combat. Et je lui dis non. Je lui dis, il faut interviewer les tirailleurs, en fait. C'est eux, il faut leur donner la parole. Il me dit, par contre, je suis le rédac chef, donc je fais comme j'ai envie de faire. Il me dit, je vous envoie un jeune journaliste dans 3 jours. Il fera le reportage. Donc, je récupère ce journaliste à la gare de Bondy. Et en fait, moi, j'avais tout mon plan bien travaillé. Je me dis, s'il les voit, il comprendra le sens de mon action. Donc, je l'emmène au foyer. Ils étaient tous là, super beaux, avec leurs médailles. Il commence à échanger avec eux. Il me dit, Madame Seck, j'ai compris. Ouais. J'ai compris ce que vous vouliez et je sais quel article je vais faire. Et donc là, il fait un superbe article qui est publié le 11 novembre dans la presse. Et là, la pétition, elle s'envole et elle cartonne. Et c'est comme ça que j'ai réussi une première fois à alerter l'opinion publique sur ce sujet-là. Et très rapidement, je suis contactée par les ministères en question, ministère de l'Intérieur, Assemblée nationale, l'équipe de François Hollande qui me dit, on a vu votre pétition, on l'a entendue. Elle devient virale, on a plus de 63 000 signatures. Et ils me disent, nous allons faciliter l'octroi à la nationalité française de ces anciens. Et le 15 avril 2017, on monte les marches de l'Élysée avec 28 d'entre eux et on leur remet en main propre leur décret de naturalisation. En fait, c'est un travail de longue haleine, au-delà de gérer leur situation administrative, leurs conditions de vie aussi, parce que du coup, on les a sortis de leur foyer, on a reconstruit un bâtiment pour eux, on leur a fait des mini-studios où ils ont leur sanitaire, leur kitchenette. Et au-delà de ça, c'est surtout aussi de voir, à travers cette histoire, comment on pouvait toucher cette jeunesse à travers des conférences, des événements et des échanges qu'on pouvait avoir avec eux. On a fait plein de choses. Il y avait l'aspect reconnaissance et droit, mais il y avait surtout l'aspect transmission qui était extrêmement essentiel pour nous. Et donc, je crée en 2018 mon association pour faire tout ce travail-là. Qui s'appelle ? L'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais. Kurt Russell Crowe 2, qui dit GG, c'est-à-dire bien joué. Finalement, il faut se lever un peu tous les matins avec plein d'énergie et beaucoup de temps pour faire avancer des choses. On a besoin aussi de cette contextualisation, de savoir l'histoire des tirailleurs pour mieux comprendre pourquoi il faut se mobiliser pour eux aussi. Là, on parlait de tirailleurs de la Seconde Guerre mondiale, plutôt, qui se sont battus, ceux qui sont encore vivants. Indochine-Algérie, surtout. Indochine-Algérie.
Oui, je dis Seconde Guerre mondiale, mais non, ils sont déjà malheureusement décédés. Il en reste très peu. Il en reste encore en Afrique, hein. Mais en France, il n'y en a plus. On va revenir d'ailleurs sur ce truc-là de dans quelle guerre ont servi les tirailleurs sénégalais. Mais avant, on va parler donc de la Première Guerre mondiale. Tu joues un tirailleur sénégalais de la Première Guerre mondiale dans le film Tirailleurs. Et avant de parler du film, juste, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu es devenu acteur? Genre, tu t'es dit un matin, c'est bon? Non, tu nous as expliqué que ça n'a pas commencé comme ça. Raconte-nous. Non, c'est quelque chose qui a trotté dans la tête pendant des années. Je pense que mon parcours est en fait assez, je pense, classique de beaucoup de gens qui sont dans le milieu artistique et qui ont grandi dans des environnements qui sont pas forcément artistiques. J'ai un père prof de philo et une daronne prof de français latin au collège et lycée. Donc, va pour leur dire que salut, je veux faire du cinéma, je pense que ça passe pas tout de suite. Normal, parce qu'on est dans une sorte de pragmatisme aussi, surtout quand tu viens d'un pays comme le Sénégal où c'est pas non plus un métier qui est extrêmement valorisé et dont tu peux vivre. Donc j'arrive en France en 2009, on m'envoie pour faire des études d'ingénieur. Donc je l'ai fait, mais je pense assez péniblement parce que ce truc, en tout cas artistique, est en moi, je pense, depuis pas mal d'années déjà, mais je pense que je l'enfuis. Je pense que tu l'enfuis, je pense, au fond de toi, en te disant, dans tous les cas, j'ai pas vraiment le droit de le faire et j'ai pas vraiment accès, surtout. C'est tellement loin de toi que tu penses pas. Mais tu vois au fur et à mesure que du moment où tu es loin de tes parents et que tu n'as plus cette barrière-là, tu commences à être assez libre de le faire. Donc, je pense que dès mes premières années en France, je commence à me mettre à la musique d'abord. Je suis beatmaker et bassiste aussi. Et je commence à faire de l'artistique. Et du coup, par contre, je termine mes études. Donc, je fais jusqu'au Master 2. J'ai un Master 2 en ingénierie. et je passais par Lille, par Lyon. Et j'arrive à Paris pour faire un stage. Et comment je commence? C'est que je commence dans ma chambre. Je pense que c'est pas très beau à voir. Avec, on n'a pas tous et toutes honte. À rejouer des séquences de films de Denzel Washington ou Al Pacino seul devant ma glace. Je pense que c'était de grands moments. Heureusement que personne n'a vu ça. et à un moment, j'en ai marre de jouer seul. Donc, je vais sur mon PC et je tape cours de théâtre. J'efface et je tape cours de théâtre gratuit parce qu'il ne faut pas déconner quand même. C'est clair. Et je vais faire un cours de théâtre, ça me plaît, j'en fais 2, ça me plaît et je commence à les faire, toujours à côté du boulot. Et je continue par contre à bosser pendant 4 ans et je quitte mon travail en 2018 pour ne faire que ça. Et donc ça commence par être uniquement de l'acting avec tout le processus qui peut être compliqué de trouver des rôles, surtout quand tu es un acteur au noir. C'est ça que j'allais demander. Et qu'il y a quasiment 0 rôle qui est écrit en France, à part dealer de drogue, vendeur de shit. Et progressivement, moi, parce que j'ai aussi ce truc qui est aussi assez lié à l'écriture, je commence à écrire mes propres formats. Donc, je commence à écrire de petits formats, des courts-métrages que j'écris, que je joue et que je réalise, que je monte moi-même d'ailleurs et que je poste un peu sur mes réseaux un peu partout. Donc je passe aussi par l'association 1000 Visages, qui est une association, pour ceux qui ne connaissent pas, qui œuvre pour l'accès au métier du cinéma, aux gens qui n'ont pas forcément accès au métier du cinéma, où je commence à faire des ateliers d'écriture de scénario et de cinéma. Donc là, j'y écris des courts-métrages. Et après, en 2022, j'intègre aussi la première promotion de l'école Nouvelles Écritures, qui est une école d'écriture, de formation d'écriture à la série. Donc je suis aussi scénariste, donc là je suis en train de développer mon propre projet de série qui est signé en production d'ailleurs. Et à côté, je me mets aussi à la réalisation. Donc en fait, je commence à avoir ce triple volet qui est acteur parce que t'en as besoin. J'ai besoin de retourner dans un truc où là où l'écriture peut être quelque chose qui est très cérébral, où tu dois passer aussi par 20 000 filtres parce que t'as plein de personnes dans le métier qui doivent avoir plusieurs étapes de validation qui sont pas forcément des créatifs. Lorsque je retourne être acteur, je suis dans une sorte d'immédiateté qui me permet juste d'être dans le corps, dans le jeu, dans l'amusement, et j'ai pas à être aussi, même si c'est de l'intelligence aussi de jeu, j'ai pas à être dans la réflexion, à passer forcément. dans la réflexion et dans tout ce processus de validation qui est souvent lié à des choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'artistique. Ouais. Donc j'aime beaucoup osciller entre les deux, parce que aussi le côté scénariste, vous verrez aujourd'hui une bonne partie du cinéma français et de la fiction française est coincée dans l'idée qu'ils sont vraiment en train de faire des choses pour la représentation des personnes non blanches à l'écran. Ce qui n'est absolument pas le cas. On vous le dit, nous, personne non blanche à l'écran. C'est mon avis personnel, mais on est en train de réfléchir on fait une réflexion par rapport à la représentation dans le nombre.
Tu vois. Et moi, je n'ai pas envie de voir 50 000 mecs renois et femmes renois, mecs rebeux, femmes rebeux à la télévision. C'est quoi la consistance des rôles qu'on leur donne? C'est quoi le type de rôle qu'on leur donne? Si tu me mets 25 mecs renois dans un film et qui sont dealers de shit et qui caillassent des voitures de police, c'est pas forcément ce que j'ai envie de voir. Elles sont où les femmes noires avocates? J'ai vu quand même en tant qu'acteur des choses lunaires. C'est-à-dire que je me suis un jour pointé à un casting. Je devais, à un arrêt de bus, vendre du shit à un ingénieur. Aïe. Alors qu'à l'époque, j'étais ingénieur. Donc, t'imagines le truc un peu mindfucké dans la tête où t'es ingénieur, mais tu dois jouer un rôle de dealer de shit à un comédien qui, en plus, essaie de jouer un rôle d'ingénieur alors qu'un ingénieur, ça ressemble à rien. Du coup, tu dois passer par toute cette étape-là. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et c'est ce qui se voit d'ailleurs dans une partie du cinéma français, c'est qu'aussi, je pense qu'il y a plein de gens qui sont engagés dans ça et surtout, c'est beaucoup de concernés dans le fait de ne pas faire de la représentation dans le nombre, mais de la représentation dans le type d'histoire qu'on raconte, dans la qualité des histoires qu'on raconte et qui ne sont pas... Parce que quand on parle de représentation, on veut aussi dire, nous allons raconter nos histoires. Moi, je pose souvent la question, c'est quoi nos histoires? Il y a 4 personnes afrodescendantes dans cette salle, on a même 5, on a 5 backgrounds et 10 000 histoires à raconter. Et donc, moi, la diversité, j'aime pas le mot diversité parce que je pense qu'il veut rien dire. Ce qui m'intéresse, c'est la diversité d'histoires qu'on réussit à raconter chez les personnes non blanches. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a aussi la nécessité d'écrire des histoires avec des rôles qu'on ne propose jamais en tant qu'acteur. Moi, je vais dire, le film Tirailleurs, j'ai vraiment aimé le voir. Je le trouvais hyper beau déjà. Je trouvais ça vraiment trop bien que ça parle du coup pas en français, que la langue qui soit parlée soit le poulard, le halpoulard. Je trouvais ça trop bien aussi que ça parle d'histoire des tirailleurs à la fois en Afrique et en France. Enfin, moi, j'étais un peu focus sur les détails historiques. Je me disais, est-ce que ça c'est crédible? Est-ce que ça? Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment très bien construit. En général, j'ai trouvé ça aussi super que ce soit pas une apologie du tout de la guerre ou c'est pas quelque chose d'héroïque. C'est vraiment quelque chose qui raconte plutôt le drame dans lequel sont les tirailleurs, peu importe qui ils sont ou les parcours qu'ils vont avoir. C'est comme si ils sont tous pris dans le même drame et chacun va essayer de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Camille, qui est à côté à la technique, me disait d'ailleurs, ils sont tous acteurs de leur destin. Même ceux qui essayent de fuir, tous en fait sont dans l'action, au contrôle de leur trajectoire dans une situation. Enfin, ils contrôlent pas vraiment parce qu'ils sont complètement pris dans la situation, mais dans ce carcan dans lequel ils sont, ils essayent toujours d'agir en fait. Et c'est ça qui était que je trouve assez beau moi dans ce film. Après, il y a des trucs où moi perso, j'ai pas été tellement touché par la relation père-fils. Okay. Je sais pas pourquoi ça m'a pas. J'ai vu que, il y avait beaucoup d'émotions dans la salle à la fin du film. Spoiler alert. Moi, je sais pas, je suis passé un petit peu à côté de cette relation père-fils, peut-être parce que je la trouvais trop proche par rapport à moi, les relations de paternité que j'ai connues dans mon expérience avec mon père ou avec des oncles, etc. Je trouvais que là, il y avait un truc où, en tout cas, c'était un père très, très entreprenant, que, big up à mon papa, hein. C'est pas une critique du tout. Mais juste, c'était pas, je reconnaissais pas trop, je sais pas, il y a des choses qui m'ont fait un petit peu bugger, et du coup, c'est juste ça, moi, qui... Peut-être le côté sentimental, qu'on n'a pas forcément avec nos papas africains. C'est une réalité aussi, hein. C'est peut-être ça. Dans mon expérience perso, après, je pense qu'il y a plein de papas différents africains. Parfois, c'est vrai que même je peux faire des généralités parfois sur les papas africains. Mais big up à vous, tous nos papas. C'était qui votre personnage préféré du film? Je vais d'abord dire le mien. Moi, c'était le personnage de Salif, un de mes personnages préférés du coup que tu joues. C'est un personnage qui est un peu complexe, je trouve, par rapport aux autres. Il est très entreprenant dans son rôle de tirailleur. Et je trouve que ça raconte bien la complexité de ce que sont les tirailleurs sénégalais. Parce que avant de servir du coup dans la Première Guerre mondiale ou avant de servir dans la Seconde, les tirailleurs, depuis qu'ils existent, ils meurent pour la France, au service de la France. Enfin, c'est l'objectif de leur unité, parce que souvent on se dit c'est la Première Guerre mondiale, c'est à ce moment-là qu'ils ont sauvé la France, qu'ils se sont sacrifiés et tout. Mais en fait, depuis le début, c'est eux qui ont fait les conquêtes coloniales. Et puis il y a eu l'Indochine après aussi, l'Algérie, etc. Donc les tirailleurs, ils ont toujours été au service de la France et surtout, ils ont toujours été les acteurs principaux de la conquête coloniale, en tout cas des combats que la France menait. Même intercontinent, quoi. Parce que justement, j'en parlais avec un ami qui me disait, tu as aussi eu des tirailleurs justement de différents régiments qui pouvaient être pris d'un certain pays et qui allaient ensuite aller combattre au Bénin, au Togo par exemple, voire même juste des personnes d'une région un peu différente, et tu te retrouves en fait à créer des guerres fratricides, et tu vois ça aussi dans le film, spoiler alerte, par le fait que du coup tu es un personnage qui effectivement
monte en grade, ce qui va effectivement créer des complications au sein du berceau familial. Et en fait, on revoit cette méthodologie en fait impérialiste française de diviser pour mieux régner, qui s'inscrit et qu'on a toujours retrouvé dans l'histoire et qu'on retrouve aussi là à une plus petite échelle dans le film. Et ça, c'est amené de façon assez fine, je trouve. Et justement, moi, je trouve que le personnage de Salif, il représente bien toute cette complexité d'être à la fois dans une situation où il est complètement soumis à ce qui se passe, où clairement il est en mauvaise posture et on voit peu de sorties positives pour lui, mais en même temps en fait pour moi les tirailleurs ça représente toute la complexité de ce qu'est la colonisation française, d'être les personnes qui s'auto-colonisent, mais en même temps avec une véritable fierté. Je pense que tu pourras en témoigner de ceux qui sont encore en vie aujourd'hui, et par rapport à malgré tout ce qu'ils ont fait, comment ça les construit quand même, en tout cas moi c'est le personnage de Salif que j'ai aimé pour ce truc là très spécifique qui, je trouve, condense bien toute cette complexité. Moi, il y en a deux personnages qui m'ont marqué. Salif, pour tout ce que tu as dit, et Biram. Franchement, j'ai kiffé son personnage. Ouais, vraiment, en fait, les deux jeux d'acteurs, je les ai trouvés excellents et je les découvrais à l'écran dans ce film. Vraiment, c'est mes deux personnages préférés. Ouais. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur Biram, même sans trop spoiler, mais juste... Sans spoiler, ça va être compliqué. C'est un personnage qui n'arrive pas tout au début, qui est sérieux, mais qui nous fait rire. Ouais. Franchement, il nous fait rire dans le film. En fait, quand je l'entends parler, je sais tout de suite qu'il est Peul. Parce que on l'entend, donc j'ai capté tout de suite. Et surtout, j'ai beaucoup aimé la manière dont il jouait. Après, j'ai fait des recherches où j'ai su que c'était un acteur quand même assez bien connu et reconnu, donc j'ai eu honte de pas le connaître. Il y a un truc que j'aime bien, c'est la façon dont il parle, où il y a un côté un peu conteur, je trouve, parce qu'il répète des choses à des moments. Exactement. Ouais. Tu l'as reconnu tout de suite qu'il était Peul. Ouais. Moi aussi. Toi aussi. Ouais. Mais Omar Sy, qui est donc l'acteur vedette quand même de ce film, qui finalement vit plus en France ou aux États-Unis qu'au Sénégal. Et des gens demandaient est-ce qu'il n'y a pas parfois des gens de la diaspora qui comme prennent le rôle, enfin on n'est pas dans des trucs de grand remplacement, mais en tout cas qui prennent le rôle sur des questions un peu revendicatives comme la visibilité des acteurs sénégalais, alors que finalement il y a des acteurs sénégalais qui sont là, mais bon là vous êtes beaucoup dans le film pour le coup. Mais cette question-là, est-ce que ça vous est venu en tête? Et moi je sais que quand j'ai regardé le film, je me suis dit Omar Sy, c'est trop bien qu'il parle en poulard, mais pour moi, il était français et j'avais l'impression d'entendre un accent français, mais je sais pas du tout s'il en avait un ou pas. Et comme tu dis là, tu savais tout de suite qu'il était Peul. Oui, il en a forcément. Hein, j'ai le même accent que lui, donc j'ai repéré tout de suite ceux d'ailleurs qui, à mon avis, il y en a certains qui ne parlaient pas du tout poulard, non? Moi, je parle wolof dans le film. Ouais, toi je sais, moi, mais en fait ceux qui parlent Peul dans le film, oui. Est-ce qu'il y en a qui ont appris qui ont dû le parler ou qui le parlaient déjà? Non, par contre il y avait un truc quand même d'authenticité qui fait que tous ceux qui parlaient les langues, les parlaient vraiment. D'accord. Même Omar est d'une famille Peul. Oui, d'ailleurs à la production de Dakar, il y avait sa famille qui était là, il y avait ses parents qui étaient là. Donc en fait, il a eu cet apprentissage de Peul par sa famille et Alassane pareil. Donc en fait, ce sont des mecs, même s'ils sont nés en France, qui parlent Peul, qui ne parlent pas forcément comme Alassane Sy, qui comme moi est né au Sénégal, donc en fait n'a pas forcément la même manière, la même pratique de la langue. Aussi, en fait, à partir du moment où il parle, tu sens que c'est une rythmique dans la façon dont il pose les mots. Et c'est vrai que je savais qu'il y avait Alassane Sy, mais j'avais oublié en fait. Il n'y a pas son nom en gros sur l'affiche, donc je me rappelais qu'il était dans le film, mais quand je l'ai vu, je me suis dit c'est vrai, il y a Alassane Sy dans le film. Et à partir du moment où il s'est mis à parler, c'est vrai que je me suis dit parce qu'au début, je me disais, mais je savais pas, je ne savais pas qu'Omar Sy parlait alpoulard. Et à partir du moment où, effectivement, Alassane Sy, donc le personnage de Biram, se met à parler, tu réalises qu'effectivement, mais moi j'ai entendu des interviews de Omar Sy qui dit qu'il parle Peul avec un accent français. Et là, c'est effectivement, mais je pense que c'est aussi parce que c'est aussi une oreille que peut-être que nous on a aussi cette habitude de. Mais il le maîtrise, il maîtrise le Peul, il a des conversations fluides. C'est ça, il y a une énorme période aussi de préparation dans le film avec une femme qui s'appelle Rougiata Sall, qui a travaillé avec eux en amont du film et pendant le film, qui était tout le temps là, tous les jours sur le tournage. Parce que des fois, t'es vraiment dans un truc avec ces langues, t'es vraiment dans un truc de vérité aussi de la langue. Ça veut dire que le script a été écrit en français. C'est ça que j'allais donc demander. Adapté en Peul.
Puis retraduit avec... retraduit après. Mais du coup, sur le tournage en Peul, au fur et à mesure, il fallait adapter en fonction de comment les choses se disaient. Moi, mon rôle a été écrit du coup en français, mais du coup, toutes mes répliques, j'ai pris énormément de plaisir à les traduire en Wolof, avec l'aide de mon père. Parce qu'il y avait des moments où, en fait, tout ce qui est militaire et tout, par exemple, il y a des mots qu'on n'utilise pas dans le langage quotidien, et aussi, il fallait aussi rester dans une certaine sorte de vérité, parce que moi, je suis un Sénégalais aussi qui a grandi à la capitale, et du coup, tu as quelque chose qui est un peu traversé dans la langue par le fait de mettre énormément de mots de français et de l'anglais dans le Wolof. Donc, en fait, il fallait retourner dans une sorte de Wolof un peu compréhensible par tout le monde, mais aussi de Wolof d'origine. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un énorme travail qui a été fait sur le film, en tout cas, sur la langue, que ce soit sur le Peul et sur le Wolof, et sur aussi toutes les autres langues. Parce que c'est aussi ça que le film aborde, c'est que tu as des gens qui viennent d'Afrique, qui viennent de plusieurs localités, qui ne se comprennent absolument pas. Et d'ailleurs, c'est ce que va avoir le personnage d'Omar au début. Et donc, moi, je sais que même pour moi, comme expérience, c'est absolument hallucinant. Ça veut dire que moi, je suis un mec je suis né à Dakar. Donc, globalement, j'entendais parler Wolof. Peul, des fois, parce qu'il y avait quand même beaucoup de poulards à Dakar et tout. Là, j'arrive sur le tournage. À un moment donné, je savais plus où je me situais. C'est-à-dire que devant moi, ça parlait Peul, à côté, ça parlait Djola, derrière, ça parlait Manjak, derrière, ça parlait... il y avait 15 langues autour de moi. Et c'était extrêmement beau. Et du coup, pendant le tournage, pendant les scènes d'assaut, etc., c'était... Chacun y mettait de sa langue. Et ça raconte aussi l'histoire de ces tirailleurs qui ont eu la difficulté à vivre ensemble, alors que c'était pas du tout des gens qui étaient censés être sur ce lieu-là à ce moment-là. Question du chat, Majouk qui demande « Avez-vous vu les 2 films d'Ousmane Sembène qui parlent des tirailleurs sénégalais ? Le camp de Tiaroy et Emitaï ?» Moi, j'ai vu Tcharoy, mais j'ai pas vu Emitaï. Moi, j'ai vu Kancharoy, pareil, j'ai pas vu Emitaï. Et une autre question, Nils, qui dit « Pourquoi on parle de tirailleurs sénégalais s'ils ne viennent pas que du Sénégal seulement ?» En fait, le premier régiment a été créé au Sénégal, tout simplement. Il a été créé en 1857 par Faidherbe. Et du coup, c'est le premier régiment qui a été créé au Sénégal. Donc, on les appelait tous les tirailleurs sénégalais, mais ils venaient bien évidemment de toute l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est un terme générique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on devrait plus dire tirailleurs africains que tirailleurs sénégalais. Et d'ailleurs, le film s'appelle Tirailleurs, et ça a été aussi le parti pris du réalisateur. Mais voilà, c'est juste uniquement parce que le premier régiment a été créé en 1857 au Sénégal. Mais là, devant vous, vous avez une image de ma collection. Tu peux me la passer ? Une image de tirailleurs algériens. Comme tu disais, Aibi, tout à l'heure, il y a des tirailleurs de plein de pays. En fait, il y avait des tirailleurs tonkinois, donc qui sont plutôt asiatiques. Des malgaches. Tirailleurs malgaches. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de tirailleurs qui ont servi dans l'armée française. Et c'est vrai que ceux dont on se rappelle le plus, c'est les tirailleurs sénégalais, qui ont eu le plus d'aura, aussi liés à leur action dans la Seconde Guerre mondiale et suite au livre La Force Noire de Mangin, qui a beaucoup fait la promotion de cette armée pour servir en métropole. Mais voilà, faut pas oublier qu'il y a eu plein de tirailleurs, d'où l'intérêt du titre, comme tu le dis. Je vais juste revenir sur Sembène Ousmane. J'ai vu les 2, mais pour le coup, Emitaï, ça fait très longtemps et je n'ai pas le souvenir qu'il y ait des tirailleurs dedans, mais c'est possible. Je les ai vus il y a vraiment longtemps. Donc le film de Sembène Ousmane, déjà, c'est 44, donc c'est pas la même époque. C'est au Sénégal. On va pas spoiler le film, mais du coup, c'est un film qui a quand même une histoire très particulière, vu que le film est fait en 87. En 88, il va à Venise, à la Mostra. Il obtient le prix spécial du jury. Et puis derrière, il n'est pas programmé. Il n'est pas diffusé. Pendant 3 ans, en tout cas, il n'est pas programmé au Sénégal, donc c'est sous Abdou Diouf. Et en France, pendant 10 ans. Donc apparemment, c'était pas une censure officielle, mais on l'a pas montré, quoi. Mais si jamais il n'y a pas de programmateur et qu'il n'y a pas d'exploitants qui prennent ce risque, ça devient une censure de fait. Ouais. Et donc le film est diffusé 10 ans après, en 98 à Paris, pour une première française parisienne, mais qui est très intimiste en fait, où il y a peu de gens. Et à partir de là, le film voyage et il faut attendre 2005 pour qu'il puisse avoir une édition en DVD. Waouh, c'est vraiment du temps. Mais une censure, pourquoi une censure ? C'est un sujet hyper extrêmement tabou encore aujourd'hui. C'est quoi le sujet pour celles et ceux qui ne connaissent pas ? Le sujet, c'est des anciens tirailleurs qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale et qui sont rentrés ensuite au Sénégal et qui réclamaient le solde de leur pension et qui ont été massacrés pour avoir réclamé ce solde. Et encore aujourd'hui, on a un bilan officiel de 35 morts et 70 blessés, alors qu'on sait qu'il y en a beaucoup plus. Ceux qui étaient en tout cas à Tcharoy ne sont jamais rentrés chez eux. On a le camp de Tcharoy, on a des sépultures
culture. On a des fosses communes aussi où ont été jetés ces anciens soldats et ça reste un sujet tabou. François Hollande qui en 2014 fait un grand discours à Tcharøy et remet officiellement les archives à Macky Sall, et même sur cette remise d'archives, il y a encore des doutes sur le fait que toutes les archives n'ont pas été remises. Donc ça reste encore un sujet très délicat, très tabou. On a beaucoup de chercheurs et d'historiens sénégalais qui travaillent dessus et qui se battent et qui militent pour la réhabilitation de ces anciens, notamment, en tout cas ceux qui sont dans le chiffre officiel, qui puissent avoir la mention mort pour la France. Ça, on ne l'a pas encore obtenu. On a une historienne aussi en France, Armelle Mabon, qui se bat aux côtés des familles pour cette réhabilitation. Donc ça reste encore un sujet délicat et tabou. Et tant qu'on n'aura pas accès à l'entièreté de ces archives, on sera sur des questions qui restent en suspens. Mais en tout cas, le nombre de morts et de blessés est clairement pas celui de 35 morts et 70 blessés. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui reste encore tabou. Mais aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux et du numérique, on peut plus vraiment cacher les choses. Mais le tout, c'est de retrouver les familles descendantes de cette histoire. On en a beaucoup qui témoignent encore aujourd'hui. 44, c'est pas si loin que ça. Ouais. Donc on a forcément des descendants de ces familles. Et voilà. Et après, on ne sait pas aussi qui était là-bas. C'est-à-dire que parfois, on a certains de ces anciens qui ont été considérés comme étant morts au front, alors qu'ils étaient peut-être à Tcharøy. Okay. Il y a trop de questions en suspens, donc ça reste encore un sujet extrêmement tabou. Pour ceux qui veulent voir le film, il y a la Cinémathèque française qui fait du coup une rétrospective sur Sam Ben Ousmane, et ce sera le film, donc du coup, Camp Tcharøy de Sam Ben Ousmane. Le film sera le film qui clôturera cette rétrospective. Très bien. Ce sera le 15 janvier, et du coup, les films ne passent qu'une seule fois. Donc il ne faut pas le rater, le 15 janvier à la Cinémathèque de France. À la Cinémathèque française à Bercy, ouais. À Bercy, ouais. Ok. Ton personnage préféré du film Tirailleurs? C'est le personnage de Biram, qui du coup est incarné par Alassane Sy. Je sais pas, il y avait une forme de radicalité dans son personnage, qui décidait de... Spoiler alert. Spoiler alert. Qui en tout cas décide de ne pas se plier à ce qui est attendu de lui à ce moment donné, et qui avait un côté... moi j'aime beaucoup les personnages qui sont toujours un peu à côté, et donc lui c'est un personnage qui est un peu à côté, même dans sa façon de parler. Effectivement, c'est un conteur, par moments on sait pas trop s'il est en pleine possession de ses esprits ou pas, par moments on a l'impression qu'il est un peu... Et donc voilà, c'est un personnage, j'avais envie d'en savoir plus sur lui. On sait pas s'il est louche à un moment, s'il va pas... Donc du coup, je trouve que c'est un personnage qui amène aussi plein de questions et plein... moi, jusqu'à la fin, je pensais qu'il allait avoir un double jeu et qu'il allait doubler quelqu'un. Je ne dirais pas s'il le fait ou pas. Non, je ne dirais pas s'il le fait ou pas. Mais donc du coup, c'est un personnage que je trouvais très intéressant, et j'ai lu que c'était inspiré d'un personnage, comme beaucoup j'imagine, mais que lui spécifiquement avait été inspiré d'un personnage réel qui a eu une fin... Spoiler alert. Non, j'ai dit le vrai personnage. Après, c'est toujours des adaptations. Le cinéma, c'est de la fiction. Et Bamar, toi, ton personnage préféré? Je peux ne pas être original, je vais aussi redire Birama, parce que il apporte une certaine sorte d'étrangeté à tout ça, et aussi dans toute cette tension, il amène aussi toutes les scènes qui sont un peu plus calmes, un peu plus d'installation, où ils sont posés, et du coup, t'es vraiment dans le village. C'est des scènes où Omar court pas dans tous les sens. C'est des scènes un peu de nostalgie aussi de ce qui se passe en Afrique, et c'est lui aussi qui ramène un peu cette vibe-là. Et un autre personnage dont finalement on parle très peu, parce qu'on dit tirailleur et forcément on se concentre sur tous les personnages des tirailleurs, mais c'est le personnage qui est joué par Jonas Bloquet, le lieutenant Chambreau, qui est aussi un personnage méga complexe, parce que qui dit lieutenant français dit tirailleur, tout de suite on peut avoir ce côté très fouettard il les envoie au charbon et lui non. Et j'ai aimé comme même la façon dont même ce personnage-là a été écrit de façon extrêmement complexe, parce que tirailleur, c'est une histoire de père et de fils. On voit un peu quel est le parallèle entre l'histoire de Bakary et Tcherno, et même l'histoire de ce lieutenant français qui lui-même, même s'il est du côté français et pas forcément du côté tirailleur, a aussi cette problématique familiale-là dans son engagement avec son propre père. Donc je pense que c'est un rôle que j'ai trouvé qui était en tout cas intelligemment écrit. J'ai un ami qui a vu le film et qui était un peu... lui, ça l'a touché de manière un peu négative, le fait qu'une scène où un personnage se fait violenter par d'autres tirailleurs, et ensuite, c'est comme s'il trouve la paix
dans l'endroit où il est accueilli par justement le lieutenant qui est le lieutenant blanc. Et en fait, il y avait un truc où lui, il l'a vécu comme quelque chose où finalement, entre tirailleurs, ils se tirent dans les pattes, ils ne peuvent pas se faire confiance. Mais dans cet espace où il y a ce chef blanc, là, il y avait plus une sorte de volonté d'égalité et tout. Après, je pense qu'on peut lire de plein de manières en fait les mêmes scènes, mais là, ça lui faisait écho à ce truc-là, et il se disait c'est dommage que encore une fois, que l'apaisement ou la sécurité se trouve dans l'endroit où il y avait du coup les quelques officiers blancs qui dirigent les forces de tirailleurs sénégalais, et que par contre, quand ils sont entre eux, on sentait moins ce côté cocon safe space entre guillemets. Ils étaient plus violents entre eux. Et c'est ça la complexité du film. C'est ça et moi, je pense que ce serait, en tout cas, une erreur d'aller voir ce film beaucoup trop avec des yeux de 2022. D'ailleurs, ça se voit dans les récits des derniers tirailleurs qu'on a rencontrés. Ils ont une façon de raconter leur engagement et leur histoire qui, vu d'un œil assez militant de quelqu'un qui est dans l'univers de 2022, peut des fois faire qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, c'est leur histoire. Et je pense que on peut pas leur enlever leur histoire. Il faut leur rendre leur histoire, et aussi la multitude des histoires qu'il y a. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Mathieu le dit à un moment, c'est-à-dire tous les personnages dont on a parlé là, à un moment, sont personnages principaux du film. Dans le processus d'écriture. À un moment, c'est moi. À un moment, c'est Birama. À un moment, c'est deux frères. Et après, il finit sur la version finale avec un père et un fils. Du coup, ça montre bien la multitude des histoires qu'on peut raconter avec Tirailleurs. Et forcément, un film, c'est une création qui doit finir par être une création assez logique dans son déroulement. Et Tirailleurs, je pense que ça apporte un œil qui est... on va pas tenter de tomber dans le manichéisme avec d'un côté ou d'un autre, mais on va essayer de retranscrire une histoire. Et chacun il pourra y voir ce qu'il voit. C'est ça. C'est vrai qu'avec les témoignages des anciens tirailleurs de Bondy, en fait, ils sont nombreux, ils ont chacun leur histoire, ils l'ont vécu chacun à leur manière. Et c'est vrai que parfois, il y a des discours que j'entendais. Pour moi, c'était pas en tant que militante, je me disais, mais en fait, c'est juste pas possible. Alors, on avait des débats et je leur disais, non, mais vous pouvez pas dire ça. Et en fait, eux, ils l'ont vraiment vécu comme ça. Donc, on peut pas leur enlever, en fait, leur propre histoire et la manière dont eux l'ont vécu. Et c'est vrai que nous, en tant que militants, parfois, on se dit, mais ils sont trop gentils, quoi. Ils sont pas trop lisses. Et en fait, à force d'échanger avec eux et de comprendre un peu la manière dont ils ont perçu les choses et la manière dont ils perçoivent aujourd'hui la France, où parfois ils peuvent être extrêmement reconnaissants, alors que moi je dis, mais en fait, ils n'ont pas fait grand-chose pour vous. Donc cette reconnaissance, pour moi, elle est absolument pas légitime. Mais eux, ils l'ont vécu comme ça. Et ils le vivent encore comme ça, en fait. Et ce sont des personnes âgées, on peut pas leur enlever cette histoire. Et c'est vrai que ça peut parfois paraître bizarre d'entendre certains propos, mais ils l'ont vraiment vécu comme ça, quoi. J'ai appris, moi... à faire parfois l'impasse sur certaines choses, ou à me dire, mais en fait, tu peux pas leur enlever leur histoire, tu peux pas leur enlever la manière dont ils l'ont perçue. Je pense que dans le documentaire, c'est un peu retracé, non ? C'est un peu retracé dans le documentaire. Dans quel documentaire ? C'est Mathieu Vadepied, le réalisateur de Tirailleurs, qui a suivi ce tirailleur qui habite à Bondy. C'est un documentaire, je pense, qui va sortir un peu plus tard. Il retrace, du coup, non seulement le parcours du combattant, de tout ce qu'ils ont dû à faire pour obtenir la nationalité française, et ça les a accompagnés pour ça, mais aussi certains racontent vraiment la naissance de leur engagement. Et c'est vrai que c'est des histoires très complexes. Et quand vous avez un tirailleur en face de vous qui vous dit moi, j'étais au village, j'étais jeune, j'avais le goût de l'aventure et j'y suis allé. Voilà, il n'y avait pas que l'enrôlement de force. Il y avait l'enrôlement de force beaucoup, surtout à la Première Guerre, mais aussi dans les suivantes. Voilà. Et même avec mon personnage, tu peux te raconter ça. Ça veut dire qu'il est aussi dans une sorte un certain pragmatisme de la guerre, parce que pour lui, c'est la seule manière de s'en sortir peut-être. Ouais. Et tu ne sais pas les raisons pour lesquelles ils sont engagés. Certains aussi étaient dans des univers familiaux qui pouvaient être assez compliqués. Et c'est une sorte d'évasion aussi de sortir de là. Et je pense que avoir le film, puis après retourner à une sorte de réalité via leurs paroles avec un docu, je pense que ça va être deux supports qui vont être assez intéressants à combiner pour mieux comprendre certaines choses. Ouais. Et il sort quand, ce documentaire ? Pas encore de date prévue, bientôt. On va suivre les réseaux du coup d'Aïssata. Et oui, il les a suivis pendant plusieurs mois. Okay. Donc vraiment dans leur quotidien, dans leur petite vie au foyer, quand ils vont dans des cérémonies, quand ils vont dans des écoles aussi. Et on a surtout leurs témoignages.
leurs témoignages, leurs voix. Il y en a un, justement, il insiste vraiment sur le fait que lui, ça a été un engagé volontaire, qu'il s'est présenté à l'armée et qu'au début, on lui a dit « mais en fait, vous ne pouvez pas faire l'armée, vous êtes trop petit, vous êtes trop menu, vous êtes trop mince, donc non, vous n'allez pas entrer à l'armée ». En fait, il a tout fait pour entrer à l'armée. C'est-à-dire qu'il se dit « bon, je ne vais pas réussir à entrer par ce volet-là ». Donc, il fait des études d'infirmier, en fait. Il passe par le volet médical. Donc, du coup, il est envoyé en Indochine. Et là, quand il est en Indochine, il fait tout pour se faire repérer parce qu'il voulait être sur le terrain. Mais vraiment, c'était son truc. Je veux être sur le terrain, je veux aller au front, j'y vais. Et donc, il a été repéré. Et c'est comme ça qu'il a réussi à intégrer l'armée française, en tout cas, d'être dans les combattants. Et après, t'en as d'autres. Colonel Dieng, par exemple, lui, ça a été un engagé volontaire, mais il a beaucoup, aujourd'hui encore, d'amertume sur le traitement ensuite qu'il a reçu. Qu'il a reçu de l'État français. Ouais. On va pas spoiler plus, mais ça donne envie en tout cas d'aller découvrir ce documentaire parce que c'est vrai que, comme je disais, Les Tirailleurs, c'est vraiment le cœur de la complexité de ce qu'est l'histoire coloniale ou de ce qu'est la relation coloniale entre la France et les colonisés ou les colonies, en fait. Parce que là, effectivement, un tirailleur sénégalais qui va combattre en Indochine et qui veut aller au front, aujourd'hui, avec une lecture décoloniale ou post-coloniale, on se dit « Oh, comment on raconte cette histoire ?» Non, mais clairement. Et en même temps, il est là pour témoigner. Ça raconte toute cette complexité de ce moment et d'un moment qui n'est pas fini, puisque aujourd'hui encore, les personnes sont encore vivantes. Donc, l'héritage de tout ce moment-là, il se transmet à nous. Et du coup, je trouve que c'est trop bien que ce film sorte pour commencer 2023. Parce qu'en tout cas, avec Histoire crépue et cette idée de rentrer dans le côté crépue, c'est-à-dire la complexité de l'histoire, c'est vraiment le meilleur moyen. Je dis un gros big up à Ofichigo pour son sub. Il y a Khadija qui disait « Par rapport à la marque Banania, ils ont une image sur leur produit qui représente un tirailleur sénégalais. Savez-vous si c'est pour rendre hommage aux tirailleurs ou si c'est une forme de racisme ?» Une question... Je ne considère pas du tout ça comme un hommage. Je ne crois pas que ce soit un hommage non plus. Au contraire... Et c'est marrant parce que, anecdote d'acteur, des fois ça nous arrive de tourner dans des maisons qui ont été louées pour des tournages. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de maisons qui ont dans leur salon encore des pots de Yabon Banania. Et je trouve ça extrêmement problématique. Et je pense que ça en dit long sur cette marque-là, qu'on essaie de glamouriser un peu en se disant c'est pas grave, c'est un hommage, alors que ça a été quand même une façon de les rendre bêtes. De les rendre bêtes et de les rabaisser, quoi. Donc, Il y a beaucoup d'associations et de militants qui se sont battus pour faire disparaître cette image du tirailleur sénégalais. Non, c'est extrêmement raciste. On leur rend absolument pas hommage. T'as une évolution aussi de l'imagerie Banania, mais ça restait quand même un personnage qui avait l'air d'être très souriant. Donc du coup, ça faisait aussi partie dans l'idée de montrer que non, c'est pas de l'engagement forcé. Ils sont volontaires. Regardez, ils sont très contents. T'avais aussi ça, et en plus le fait que ce soit Yabon Banania, c'était aussi écrit en français petit nègre. En petit, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'était quand même le fait qu'en plus le mettre en français petit nègre, ça reste une forme d'irrespect. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup entendu le petit nègre dans le film Tirailleurs, justement. C'était plutôt les langues d'origine des tirailleurs qui étaient mises en avant, alors que le petit nègre était quand même parlé par les tirailleurs depuis avant même la Première Guerre mondiale. Je pense que ça aussi, c'est un choix intéressant. Je pense que là où il est fort, le film, c'est que ça parle vraiment de la langue dans l'Empire colonial français ou du rapport à toutes les langues que l'Empire français a traversé. Moi, en tout cas, cette figure de Banania, elle me fait aussi penser à un livre qui s'appelle Force Bonté. Mais en fait, il y a un tirailleur sénégalais qui s'appelle, je crois, Bakary Diallo, qui a écrit un livre en 1926 et qui raconte son expérience vécue de la Première Guerre mondiale et qui est justement une manière de raconter qui est très positive pour la France, qui est très, en fait, un peu pouce en l'air, qui correspond à cette image qu'on est en train de construire en France à ce moment-là, du tirailleur sympathique, bon enfant, qui est là en fait comme un compagnon qui va aider au relèvement de la France, au redressement de la France. En fait, on est en train de construire une figure du noir qui vient nous aider, en tout cas qui vient aider les Français blancs de métropole. Banania, ça s'inscrit complètement dans ce truc-là. Et le roman Force Bonté correspond bien à ce truc et qui parle justement de cette complexité, de comment même les tirailleurs eux-mêmes à l'époque le voyaient. Est-ce que vous avez des mots de fin pour terminer le live? Aibi, peut-être? Non, c'est toujours moi qui ai commencé. Donc, oui, donc c'est à moi d'avoir le mot de la fin. Est-ce que cette première expérience de live Twitch, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était pas trop stressant finalement? Non, ça va. C'était pas trop stressant. C'était comme débriefer du film entre Galsen. On était bien. Okay. Moi, je ne suis pas. Je ne suis pas Galsen. On n'a pas le choix, monsieur.
Et toi, Aïssata? Non, super, je suis contente d'être là, ravie, plein d'avancées, magnifique film. On continue le combat et suivez-nous sur tous nos réseaux parce que on va publier plein d'informations. Et je fais ma pub. Ouais, vas-y, on est là pour sur ça. Sur la page Tirailleurs, je vais commencer à éditer des portraits d'anciens combattants issus des colonies pour raconter cette histoire. Ça s'appelle Tirailleurs sénégalais sur Instagram. Bamar? Pareil, super expérience, parce que du coup, ça permet des fois d'aller un peu plus dans le fond des choses. Ce type de format-là, j'aime bien, et rentrer un peu plus dans certains détails de la fabrication du film, qui sur certains plateaux, on n'a pas forcément le temps d'aborder ces choses-là. Je pense que c'est un film nécessaire et que chacun a quelque chose à en tirer. Il y avait beaucoup d'attentes et ça se sent, les gens sont allés vraiment en masse. On a fait 3 premiers jours, je pense, exceptionnels, au-delà de nos attentes d'ailleurs. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Et juste, il y avait une question que je voulais te poser parce qu'on en a parlé un tout petit peu avant, c'est tes parents sont allés voir le film au Sénégal avec toi. Ouais. Juste très rapidement, en 1 minute, leur réaction, ça a été plutôt genre... Ils ont débriefé le film pendant 2 jours. Ok. Et c'était extrêmement plaisant de voir eux qui ont pris le temps de rentrer dans le processus. Et c'est marrant, leurs scènes préférées sont pas du tout les mêmes, parce que ma mère est une citadine et mon père, il vient d'un village qui s'appelle Gagna du Saloum, et quand il te dit, j'ai bien aimé la scène où il y a les bœufs au début, et c'est comme s'il rentrait dans l'écran, tu te dis, ah ouais, c'est un paysan qui parle, tu vois. Ouais, donc, pour dire, chacun en tire quelque chose qui lui est très propre, quoi. Donc, non, ils ont eu des réactions très, très intéressantes, et c'est marrant, comme toute une génération même d'anciens qui forcément vont pas au cinéma tous les 4 matins comme nous les jeunes, se ruent dans les cinémas, donc ils ont dit ils vont ramener tous les tontons de la famille et les tantes de la famille bientôt, donc j'aime beaucoup l'esprit. Merci à vous 3 d'être venus. On va peut-être refaire un tour des réseaux, comme ça vous pouvez aller follower immédiatement les gens, enfin un réseau sur lequel les gens peuvent te suivre. Sur Instagram, c'est Bamar Khan, Random Afro Boy, si vous trouverez assez facilement. Voilà. Et moi je redis Tirailleurs sénégalais. Du coup, sur mon Instagram, à moi, je vais renvoyer effectivement vers certaines des autres activités que je fais de programmation aussi ailleurs au festival. Donc, du coup, c'est Aibindao. Et sinon, c'est Tout Africa pour du documentaire africain, afro-diasporique, 1 fois par an. Voilà, pour savoir tout ce qu'on fait, les films qui seront programmés, tout simplement. C'est Tout Africa. Merci donc à 13 bis, le modérateur de ce live. Merci aux autres modérateurs. Je ne sais pas si vous avez pu vous connecter. Merci à Camille qui était à la technique aujourd'hui. Merci à vous tous et toutes d'être venus voir ce live. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao.